Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi à cet instant précis de la soirée et d'ailleurs comme tous les soirs la télévision Shekina pour vous informer. Au sommaire de cette édition d'information, le Gabon se dote d'un nouveau code de protection sociale en faveur des populations les plus vulnérables. Ce nouveau code, enrichi de plusieurs régimes de protection sociale dont l'assurance chômage, a été officiellement présenté par le ministre en charge du développement social et familial. Les enseignants du Gabon à l'honneur ce 23 mars à l'occasion de la journée nationale de l'enseignant. Les différents syndicats de l'éducation étaient en action afin de ne pas laisser passer sous silence cette journée qui leur rend hommage. Ce sera avec Maria Lecom et Fabiola Mengue au cours de cette édition d'information. Célébration donc aujourd'hui de la journée nationale de l'enseignant et la CONACICER n'est pas en marge de cette célébration. C'est au site mythique du terrain de basketball d'Awindje que la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation CONACICER a célébré la journée nationale de l'enseignant sous le thème Martino Labo. Le compte rendu est de Maria Lecom. Célébrer le 23 mars de chaque année, la journée nationale de l'enseignant vise à rendre hommage à celui-ci pour sa contribution à l'investissement humain indispensable au développement social, économique et culturel du Gabon. Mais malgré la situation de crise que connaît le système éducatif gabonais, les enseignants regroupés au sein de la CONACICED ont tenu à commémorer cette journée autour du thème « Halte à la répression, oui à une école de qualité ». Ce thème est le cri de cœur de l'enseignant gabonais qui combat pour que l'éducation ne soit pas rangée à la queue des priorités du gouvernement gabonais. Il réclame un droit, celui d'enseigner dans les conditions lui permettant d'atteindre un rendement optimal. Mais comment comprendre que celui qui demande la construction de salles de classe, parce que celles existantes sont bombées d'élèves, ne permettant plus à l'enseignant de mieux circuler afin de vérifier si l'élève reçoit bien l'enseignement, devient du coup un têtu enseignant qu'il faut radier ou chercher à emprisonner. Quelle attitude doit adopter un enseignant quand le taux d'échec scolaire est de 43% dans son pays et celui de la déperdition de 30%? Qui doit défendre l'école et son écolier? Sous d'autres cieux, les écoles sont reconnues officiellement comme des sanctuaires, c'est-à-dire des lieux saints, protégés des attaques violentes d'origine politique et militaire contre les apprenants, les enseignants, des fonctionnaires, des membres des syndicats et des institutions de l'éducation. Une journée de l'enseignant qui n'a malheureusement pas connu l'engouement des années antérieures, déplore le délégué provincial de la CONACICED. C'est très difficile parce qu'il y a une sorte d'inadéquation entre la journée qui est dédiée à l'enseignant et au regard du nombre d'enseignants qu'il y a là, on peut se poser la question qu'il y a déjà un profond malaise. Un profond malaise qui fait qu'aujourd'hui, l'enseignant n'est plus conscient qu'il y a une journée qui lui est dédiée. Beaucoup sont encore dans les salles de classe pour des raisons de pression que le gouvernement a mis derrière certains. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une date. La date est là. Mais les hommes, si chacun de nous ne prend pas conscience que c'est sa journée, mais que voulez-vous? Nous faisons avec le peu qu'il y a là. Malgré les indicateurs au rouge du monde de l'éducation, enseignants et enseignantes ont esquissé quelques pas de danse dans l'espoir que la sérénité regagne les rangs de l'école gabonaise. Nous restons toujours dans les manifestations de la célébration aujourd'hui de la journée nationale de l'enseignant ce 23 mars. Vous le savez déjà tous, et le syndicat de l'éducation n'est pas resté en marge. Les membres de ce syndicat ont marqué le coup par une grande assemblée générale tenue au siège du syndicat de l'éducation nationale, de son acronyme Sénat. Un reportage de Fabiola Mengue, les images pour la signature d'Yvon Bertrand Koumile Kandoumba. La journée nationale de l'enseignant sur le thème Martino Labo a été célébrée ce matin par tous les membres du Sénat. On rappelle que le contexte actuel de la paralysie de nos écoles n'a aucunement chamboulé la manifestation. Le président du syndicat a tenu à évoquer les difficultés que rencontre le système éducatif.
Le président du Sénat, Fridolin Vemessa, a tenu à rappeler la bravoure des syndicalistes morts pour la cause des enseignants. Hier comme aujourd'hui, notre objectif reste le même, l'engagement de défendre le bien-être éducatif. C'est la responsabilité qui nous incombe, c'est la mission dont nous avons hérité et à laquelle nous n'avons pas le droit de nous soustraire sans trahir le rêve des artisans de Martin Oulabou et ses pairs de la première heure. C'est par ces mots que le président du Sénat a conclu son propos tout en rappelant qu'ils sont pour le dialogue national. Nous restons toujours dans le volet éducation, côté rencontre, avec cette rencontre qui a eu lieu hier entre les responsables du ministère de l'Éducation nationale et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture et la science UNESCO. Une rencontre qui laisse sans voir les acteurs de ce secteur d'activité. Inès Gungamombo, image Mosconi Ngonomba. À l'endroit de l'UNESCO, nous sommes vraiment désolés parce que la question n'a pas été abordée hier. Et cela nous amène à comprendre que c'était un génocide intellectuel que l'UNESCO, en connivence avec le gouvernement, sont en train d'instaurer. Qu'est-ce que cette institution? On nous dit que l'UNESCO œuvre pour la science et la culture. Mais la science dans quel genre d'école? Dans des écoles où nous n'avons que 2 semaines, 2 mois de cours. Quelle science, quelle culture? Lorsque nous faisons le constat que les salles de classe sont bombées d'élèves. 200 élèves, 100 élèves par classe. Quelle science, quelle culture lorsque nous savons que l'école gabonaise est complètement saccagée? C'est une désolation totale, un véritable gâchis pour les enseignants, élèves et parents d'élèves qui avaient tous les yeux rivés à la rencontre qui a eu lieu hier entre les responsables du ministère de l'Éducation nationale et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Toutes les questions ont été abordées, sauf celles relatives à la résolution de la crise qui sévit dans ce secteur. On a comme l'impression que même l'UNESCO a la bouche muselée, comme les administrations gabonaises, qui hésitent à parler à certains organes de presse, quelle que soit l'urgence du problème. Une situation condamnée par un membre de la CONACYSED. Qu'est-ce que cette institution nous apporte véritablement? Peut-être que dans l'avenir, nous porterons plainte à cette institution qui n'œuvre pas. Finalement, nous comprenons que l'UNESCO n'œuvre pas pour la culture et la science dans ce pays. Parce que le silence de l'UNESCO est un silence complice de ce génocide intellectuel que nous dénonçons depuis déjà des années. Chaque année, nous n'avons jamais ouvert une rentrée scolaire sans grève. Nous n'avons jamais fermé une année scolaire sans grève. Et chaque année, c'est toujours le même chant, c'est toujours la même chanson. Donc, c'est une désolation pour nous que l'UNESCO ne puisse pas au moins dire un mot par rapport à ce qui se passe, par rapport à la crise qui mine le secteur de l'éducation. C'est vraiment une désolation totale.
Cette crise qui s'enlise risque d'hypothéquer l'avenir des jeunes Gabonais qui ne demandent qu'à apprendre dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, 25 ans que les enseignants réclament les meilleures conditions de vie et de travail, mais rien n'est fait. Jusqu'à quand cette situation durera-t-elle? À vous d'y répondre. L'actualité dans ce journal concerne aussi l'arrière-pays et nous allons directement à Port-Gentil, la capitale économique, pour voir comment vivent les populations situées derrière l'usine de la Société d'exploitation des parcs des bois du Gabon, SNEPBG. Ces populations qui vivent dans des conditions on ne peut plus incommodes, marquées par l'absence d'eau potable et des voies secondaires. Un reportage de nos confrères des Médias Plus. L'absence de voies de communication et le manque d'adduction en eau potable font partie des entraves vécues au quotidien par les populations vivant derrière l'usine de transformation de bois de Bac Aviation en face d'Akim dans le premier arrondissement de la commune de Port-Gentil. On a besoin de routes ici là parce qu'on a des problèmes pour faire entrer dans les aliments, quoi. Et problème quand nous sommes malades aussi, on a aussi des problèmes pour sortir à la route avec les véhicules. Le problème de la route, c'est primordial. On laisse attendre que la route devrait passer par là, mais malheureusement, la route rentre de Massoukou pour sortir vers le 6e Bima. Et nous sommes négligés ici, c'est une difficulté de plus. Il y a déjà même un panneau baptisé le nom de Madeleine Moukemura. Donc c'est une ruelle reconnue. À cela s'ajoute la fixation des compteurs d'eau non loin de la nouvelle base de l'entité SGS qui n'arrange pas du tout les habitants de ce quartier. Bon, ils ont leur compteur au niveau de l'entrée de chez Hakim. Et les tuyaux qui passent par là où les véhicules sillonnent, ils percent les tuyaux et l'eau fuit bien avant qu'ils n'arrivent dans leur logement. Donc c'est une très grande difficulté, alors qu'il y a un tuyau de la SGS que le maire a amené juste à son domicile. Si on pouvait faire cette faveur, que la SEG vienne et déplace les compteurs de la population auprès de leur maison. Même son de cloche pour les habitants derrière le lycée Batsanta à Port-Gentil qui connaissent aussi les mêmes difficultés marquées toujours par l'absence d'eau potable et des voies secondaires. Le point est fait cette fois-ci avec Raïssa Kerianondo des Médias Plus. Dans la capitale pétrolière, les populations des quartiers sous-intégrés connaissent de nombreuses difficultés. Celles de la zone dite derrière le lycée Turiaf Banzanza n'étant pas épargnées, ces dernières, hormis le problème d'adduction d'eau, sont confrontées à d'autres complications bien plus graves et susceptibles de mettre leur vie en danger. Nous avons les câbles qui pendent. Vous avez vu, il y a des marécages, il y a des trous pleins d'eau. Maintenant, les enfants ne savent pas ce qu'ils font. Ils peuvent mettre les pieds à l'eau, le câble est tombé et c'est attaché avec le scotch. Et ça traîne. Les enfants, donc le gouvernement attend que le pire arrive. Quelqu'un vous braque là, vous ne pouvez pas le voir puisqu'il n'y a pas de lumière. Les lampadaires, il n'y en a pas. Ça commence là-bas, ça s'arrête quelque part. Du cimetière ici aussi, ça s'arrête quelque part. L'on note également l'accès difficile aux habitations. Le terrain a été en tout cas planifié que ici il devait en avoir une route normalement fiable, hein, à tout le secondaire. Donc alors à toute la population en tout cas derrière Banzanza et puis derrière le lycée de Bac Aviation. Alors par contre c'est pas ce que nous vivons. Et en plus encore c'est le problème en tout cas de l'électricité et l'eau. Et nous quand on va faire le marché, vraiment c'est tout un problème. Hein? Nous avons les sacs, nous avons les sacs de riz, les bidons d'huile, tout ça pour passer là, il faut prendre les paniers attachés derrière comme au village. Devant cette situation qui au fil du temps est devenue incommodante, le chef de ce quartier a tenu à attirer l'attention des autorités compétentes, mais aussi celle des populations. Je voudrais que les habitants ici, là où les gens sont venus travailler ici, qu'ils arrêtent de jeter les ordures encore là. Chacun doit avoir son sachet. Il y a des sacs poubelles que vous pouvez acheter. Vous mettez tous les matins, tout le monde se rend en ville. Donc chacun prend son sachet, il va le vider. Au lieu de mettre la saleté devant tout le monde où il y a les enfants, il y a les rats et tout ça, les serpents, pour venir apporter les maladies aux enfants. Contrainte de composer avec l'insécurité en permanence
et ces autres aléas qui font partie de leur quotidien, les populations espèrent une action des autorités de la place pour un retour à la quiétude. Et le Gabon adopte un nouveau code de protection sociale pour combler les carences de l'ancien code de protection sociale qui date de 1975. Ce nouveau code de protection sociale a pour finalité la réduction de la pauvreté, de la précarité et de l'informalité. Pierre Pafembadikoum, reportage. Pour s'arrimer aux normes internationales, le Gabon se dote d'un nouveau code de protection sociale. Le ministre d'État en charge du développement social et familial, de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale a présenté le nouveau cadre légal et réglementaire régissant les différents domaines de la protection sociale dans notre pays au cours d'une conférence de presse organisée dans un hôtel de la place. Le chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, le gouvernement de la République sont décidés, déterminés à faire en sorte que tous ceux qui vivent au Gabon, les travailleurs, et même ceux qui ne travaillent pas, les jeunes, les vieux, quelle que soit la couche, quelles que soient les catégories, que tout le monde trouve au Gabon le maximum de sécurité quand il est malade, quand il y a une action de travail, quand il y a un événement malheureux qui intervient, une tornade qui enlève les toits, une inondation qui malheureusement fait des dégâts que nous regrettons tous. Lorsqu'il y a ces événements malheureux dans la vie, que les citoyens de Gabonais ne se sentent pas seuls. Comparativement à l'ancien code de sécurité sociale qui date de 1975, le nouveau code de protection sociale s'enrichit de quelques régimes de protection. Les régimes d'assurance chômage, le régime complémentaire de retraite des salariés et régime d'assurance travailleurs mobiles et indépendants. Un nouveau code qui revêt des aspects de citoyenneté et de dignité humaine. Sa présentation s'est naturellement accompagnée de quelques interrogations, au nombre desquelles comment amener les employeurs qui ne reversent pas leurs cotisations à changer de comportement. La CNSS bénéficie du privilège du Trésor, c'est-à-dire qu'il peut lancer des avis à tiers détenteurs à ceux qui ne payent pas, donc c'est une mesure très forte. Et lorsqu'on lance un avis à tiers détenteur, on peut bloquer les comptes de l'entreprise. Donc il y a là une dispositif juridique très fort pour que effectivement les employeurs, pas très correct, parce que c'est pas normal qu'ils prélèvent aux employés et ils ne reversent pas, parce qu'ils mettent ces employés en difficulté, ils ne pourront pas avoir des allocations familiales. C'est donc écrit noir sur blanc que la loi numéro 28/2016 portant code de protection sociale réglemente dans notre pays un système de protection sociale dont la finalité est la réduction de la pauvreté, de la précarité et de l'informalité. Reste désormais le problème de son application sur le terrain. À la faveur d'un point de presse tenu ce matin à la Chambre de commerce de Libreville, le ministre Estelle Ondo a remis les pendules à l'heure sur les rumeurs de son expulsion de l'Union nationale et sa participation ou pas au dialogue national inclusif et sans tabou appelé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Un reportage de Marielle de Fabiola Mengue. Les images sont d'Yvon Bertrand Koumile Kandoumba. Le ministre des Eaux et Forêts Estelle Ondo a dans un premier temps au cours de sa déclaration tenu à remettre les choses dans l'ordre quant à son exclusion de son parti politique Union nationale. Le 5e vice-président de l'Union nationale, Estelle Ondo, a également rappelé son adhésion au corps de garde du dialogue national au compte de son parti politique.
En définitive, le ministre des Eaux et Forêts et 5e vice-président de l'Union nationale, Estelle Ondo, a demandé à tous les Gabonais de s'impliquer dans le processus du dialogue national. Sur tout autre plan, nous en venons à présent à la crise post-électorale qui laisse encore des zones d'ombre parce que certains faits restent encore non élucidés. Le cas de l'incendie de l'Assemblée nationale dont on n'a pas encore déterminé les coupables, voire les auteurs, voire les commanditaires. Reportage. 7 mois après les événements post-électoraux, certains actes posés par des citoyens gabonais restent encore non élucidés. Le cas de la destruction des biens privés et publics, si on peut partiellement exclure la destruction des biens d'autrui pour nous intéresser à la destruction des biens publics, on s'aperçoit très vite que les auteurs, voire les commanditaires, ne sont pas surtout inquiétés en dépit de la gravité de l'acte d'incendie à l'Assemblée nationale qui a suscité des réactions après sa commission. On doit venir discuter des problèmes du pays. Lorsqu'on vient incendier le CND, ça veut dire qu'on se met en marge de la République, on se met en marge des institutions. On ne peut pas, n'est-ce pas, bénéficier de l'appréciation du peuple. Vous ne pouvez pas. Parce que vous faites dans l'anarchie, vous faites dans le désordre, je dirais c'est un comportement criminel. Nous, en tant qu'opposants, parce que depuis 1990, nous sommes dans l'opposition. Ceux qui appellent l'opposition aujourd'hui, n'est-ce pas, n'ont pas de leçons à nous donner. Nous sommes là depuis 1990. Et depuis 1990, nous, dans l'opposition responsable et républicaine, nous n'avons jamais cassé les institutions. Je dis plus jamais ça. Je m'adresse à tout le monde, à toutes les couches de notre pays, pour dire que plus jamais ça. Plus jamais ça. Il y a d'autres façons de s'exprimer, pour dire non. Mais celle-là n'est pas la meilleure. Elle laisse des marques, elle laisse des traces indélébiles. La destruction d'une des chambres du Parlement d'un pays ne peut demeurer sans enquête au-delà des simples condamnations. On se demande ce qui empêcherait le travail de la justice à se saisir de ce dossier et de déterminer les coupables qui pourraient se trouver assurément dans les deux camps en conflit politique à l'époque. La maladresse serait de penser que les commanditaires et les auteurs se trouveraient dans un camp et pas dans l'autre. L'opinion publique s'étonne surtout du silence de la justice, comme si la destruction de l'Assemblée nationale est anodine quand ce joyau architectural a coûté des milliards de francs CFA aux contribuables. Il est urgent qu'une diligence soit faite autour de ce dossier, comme on l'a tous observé avec l'opération Mamba en cours, car il ne saurait y avoir une justice en réaction hélicoïdale. En sport, l'Afrobasket Zone 4 débute ce 25 mars 2017 à Yaoundé au Cameroun. Ce rendez-vous tient lieu de qualification pour la CAN et les athlètes gabonais devront pas à ce rendez-vous ont quitté la capitale gabonaise ce matin à 5h30. Ephraim Bioguedzo, reportage. Ils sont près d'une vingtaine de basketteurs internationaux gabonais appelés à défendre nos couleurs en terre camerounaise dans le cadre de l'Afrobasket 2017 Zone 4. Les nôtres seront notamment prises avec les Lions du Cameroun et les Sao du Tchad dans une série de rencontres aller-retour pour au finish un seul qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations de basketball. On n'est jamais assez près, mais vous connaissez également le contexte dans lequel nous sommes. La fédération vient d'être mise en place et ça fait quand même plusieurs mois que les équipes n'ont pas joué. Donc on a essayé de faire une préparation adaptée par rapport au contexte. Je pense que les résultats de Yaoundé nous diront si on a été prêt ou pas, mais nous partons bien entendu avec l'ambition de faire le possible, et donc c'est-à-dire la qualification. Amputée de plusieurs de ses cadres, la sélection nationale gabonaise qui est à Yaoundé depuis ce matin comptera sur Léry et Sono qui évoluent en Ligue 1 en Algérie. C'est regrettable et c'est dommage. On aurait souhaité que tous les internationaux soient là parce que c'est toujours un honneur de représenter le pays. Mais bon, comme on va dire, ils ont été empêchés, chacun connaît ses raisons maintenant. Donc, je suis là et les coéquipiers sont là, nous avons travaillé, nous allons essayer de faire
de donner tout ce que nous pouvons, de faire de leur mieux pour essayer d'avoir une qualification. Ça ne veut pas non plus dire que nous ne sommes pas une équipe capable de jouer. Nous sommes tout à fait capables de jouer. Les joueurs qui ont été sélectionnés sont des joueurs qui comptent parmi les meilleurs au Gabon actuellement. Et donc je pense qu'on pourra faire une bonne compétition. Le Gabon a notamment connu les perturbations dans sa préparation, n'empêche que le tout nouveau bureau fédéral affiche une réelle détermination quant à l'issue de ce tournoi. J'ai eu mon homologue du Cameroun. Il a les mêmes soucis que nous. Tous les joueurs internationaux rentrent en période de play-off. Donc nous avons pu avoir un seul, Léry, qui revient de l'Algérie. Et le reste sont en période de play-off. Nous allons faire avec. Chacun des appelés a désormais le devoir de mouiller le maillot. À propos donc de ce déplacement des basketteurs gabonais dans la capitale camerounaise pour prendre part au tournoi Afrobasket Zone 4, le président fédéral explique les raisons de l'absence de plusieurs joueurs. Il est au micro d'Efraim Biorejo et devant la caméra de Fleury Aseondo. Nous avons été élus le 26 février et sur la table nous avons trouvé le dossier des éliminatoires FIBA Afrique au niveau de l'Afrobasket Zone 4. Le souci de notre bureau, 15 jours de la compétition, était de la repousser. Donc nous n'avions pas techniquement les moyens et de discuter avec FIBA dont nous n'avions pas la certitude du report et envoyer des convocations aux joueurs dont nous n'avions pas encore la réponse à FIBA Afrique. Cette incertitude sur si vous voulez, la programmation de la compétition a entraîné, que ce soit pour nous ou bien pour les autres, les mêmes problématiques. Non, c'est leur dire que nous avons promis aux fans de la balle orange de revenir sur le terrain. Malgré tous les soubresauts, tout le monde est en train de revenir à petits pas. Et nous savons que d'ici là, nous allons avoir la vitesse de croisière et nous sommes sûrs que tout le monde sera présent. Et nous voilà à présent dans votre rubrique Expression libre, célébration aujourd'hui de la journée nationale de l'enseignant. Le thème c'est Martin Oulabou. Et dans la rubrique Expression libre, la question est de savoir qui est Martin Oulabou. Une question qui vous a été posée par Yasser Nicolandon.
La journée de l'enseignant, la journée nationale de l'enseignant, j'allais dire, a pour thème Martine Labour. Qui était donc Martine Labour? Martine Labour était enseignante, par ailleurs syndicaliste. Elle a été assassinée, bien qu'enceinte, le 23 mars 1992, il y a 25 ans aujourd'hui. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.